Bien, bonsoir à toutes et tous. Il est 19 h. Je vous propose de débuter ce conseil municipal. Je vais procéder à l'appel comme de coutume. Donc Jacques Lucas, Annie Parent. Oui, présent. Alors Christian Cossec, exceptionnellement, est absent, excusé, donner procuration à David Nicolas. Martine Lorrain. Philippe Collet. Oui. Valérie Busson, absente, excusée, donner procuration à Philippe Collet. Thierry Penel, absent, excusé, donne procuration à Mme Martine Lorrain. Camille Péché, Michel Guezet, Nadine Calvez, Hervé Lenné, Anne-Laure Tanier-Ferrès, Quentin Tiercelin, Fabienne Moïc. Alors, M. Germain de Lalande va être en retard puisqu'il est au conseil d'administration du collège Chalmel-Lacour. Nadia Marquet. Roland Carreau, donc il est absent, excusé, donner pouvoir à Annie Parent. François Saint-James. Donc Bertrand Claveau est lui-même en retard. Il donne procuration à Michel Guezet en attendant son arrivée. Maurice Lenné, absent, excusé, donne pouvoir à Mme Stéphanie Bidet. Bernard Talamy. Blandine Coquelin, donc absente, excusée, donne procuration à Jacques Lucas. Jacques Tholon est absent ce soir. Stéphanie Bidet. Odile Morel. Philippe Tissot donne procuration à Odile Morel. Angélique Ferreira, Guénel Huette, Caroline Marie, Jean-Paul Ranchin, Régine Jonchère, Christophe Jardin, Franck Bouffini, absent, excusé, donne procuration à Mme Régine Jonchère, et M. Jean Simonin donne procuration à M. Guénel Huette. Voilà, donc nous avons le quorum. Donc avant de débuter, donc je désigne dans l'ordre du tableau la secrétaire de séance qui n'est autre que Nadia Marquet. Donc Nadia, si tu veux me rejoindre. Donc ce soir, nous allons adresser des condoléances à la famille de Jacques Invois. Donc Jacques Invois, beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc c'était un agent de la commune. Jacques est parti en retraite il y a 2 ans à peu près. 31 décembre. Ouais, en 2024, donc fin de l'année 2024, donc ça fait moins de 2 ans. Donc c'était un jeune retraité de la ville qui est malheureusement décédé de la suite d'une maladie, mais je vais laisser Annie Parent dire quelques mots. Oui, donc moi je vais vous lire un petit mot. Donc effectivement, nous avons appris le décès de Jacques Invois il y a exactement 2 semaines et il aurait eu 62 ans en août. Ça a été une surprise pour beaucoup, une grande tristesse pour tous ceux qui l'avaient connu ou côtoyé d'une manière ou d'une autre pendant toutes ces années. Nous sommes ici plusieurs à l'avoir bien connu, mais ce n'était pas le cas de tous, et donc je vais vous rappeler qui était Jacques Invois. Il avait intégré les services de la ville le 25 novembre 2002 comme agent d'entretien stagiaire à temps complet. Il a été titularisé 1 an plus tard pour atteindre en 2020 le grade d'agent technique territorial principal 2e classe, et a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024. Pendant toutes ces années, il a travaillé à l'école Pierre Mendès France, effectuant des tâches d'entretien des locaux, d'accueil, de surveillance des enfants, notamment pendant les récréations où il n'était pas rare de le voir taper dans le ballon ou disputer une partie de tennis de table. Ce sont donc plusieurs centaines de familles et leurs enfants, quelques dizaines de collègues et d'enseignants, 4 directeurs d'école que la personnalité de Jacques Invois a marqué. Car c'était un personnage, par sa taille, sa grosse voix qu'il savait parfois prendre, mais surtout par son professionnalisme, sa rigueur, son dévouement pour son travail, son humour, sa gentillesse, ses mots de réconfort pour les petits bobos ou les petits chagrins des enfants. Jacques Invois était également connu de beaucoup d'Avranchinais pour sa passion pour la course à pied. Membre de l'Athletic Club d'Avranches, il avait à son actif nombre de marathons, semi-marathons et autres 10 km, et c'est presque quotidiennement que l'on pouvait le voir arpenter les rues de la ville, basket au pied. Il espérait que cette activité sportive l'aiderait à combler son temps libre de retraité,
Malheureusement, peu après son départ à la retraite, il apprenait qu'il était malade. Il a affronté avec beaucoup de courage les différents traitements, avec le moral du battant qu'il était. Cela n'a pas suffi, malheureusement, et c'est donc le 10 juin dernier qu'il s'est éteint. Sa disparition laisse un grand vide dans le cœur de ses collègues, des enseignants et des familles de l'école Pierre Mendès France, et il a été proposé lors du dernier conseil d'école de lui rendre hommage en lui dédiant un arbre dans la cour qui va être renaturé à l'automne. Je renouvelle ici mes condoléances à ses enfants, ses proches, ses amis et tous ses collègues. Merci beaucoup Annie. Monsieur Huette. Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais me joindre à l'hommage qui vient d'être rendu à cet agent de la ville d'Avranches qui a été un bon serviteur de la ville, un excellent serviteur de la ville. Ce que vient de dire Madame Parent, l'hommage qu'elle vient de lui rendre est précis, complet et sobre. Et je ne rajouterai rien à ce que vous avez dit. Je voudrais simplement le saluer parce que je l'ai bien connu. Comme je l'ai dit à l'instant, c'était un agent de la ville qui faisait son travail avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de précision. Et je l'avais rencontré il y a quelques mois seulement et il me disait qu'il avait hâte, comme beaucoup, il avait hâte de partir en retraite et il avait déjà fomenté un certain nombre de projets. Voilà, la vie ou la maladie ne lui ont pas laissé le temps, mais je voulais vraiment me joindre aux propos de David Nicolas et d'Annie Parent pour saluer Jacques Avoy. Merci beaucoup à vous. Donc on va pouvoir aborder l'ordre du jour dont vous avez pris connaissance à réception des documents. Donc le premier point de cet ordre du jour, c'est tout simplement l'approbation du procès-verbal de notre dernier conseil municipal, le conseil municipal du 27 mai 2025. Donc avez-vous des remarques ou des demandes d'amendement à proposer? C'est bon pour vous? Donc je vous propose de passer aux voix. Y a-t-il une personne qui s'oppose à ce procès-verbal? Une personne qui s'abstienne? Donc il est adopté à l'unanimité. Donc on va aborder un premier chapitre commande publique. Donc le premier point est un avenant, c'est l'avenant numéro 1, au lot numéro 3, relatif au marché de rénovation du rez-de-chaussée partiel de l'hôtel de ville. Et c'est Philippe Collet qui rapporte ce point. Oui, merci de me donner la parole, David. La ville d'Avranches réalise actuellement des travaux au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville afin de permettre l'intégration dans les locaux de la police municipale et du service informatique. Il est apparu en cours de chantier la nécessité d'effectuer des travaux supplémentaires pour le lot 3, électricité, notifié à l'entreprise Inno Réseau de Falaise. Ces travaux visent à effectuer un recablage avec la reprise de l'alimentation existante vers le tableau électrique, la fourniture et pose de nouveaux chemins de câbles et la remise aux normes du tableau électrique. Le montant initial du marché s'élève à 13 250,98 € hors taxe, soit 15 901,18 TTC. Cette prestation supplémentaire d'un montant de 3 218,80 € hors taxe, soit 3 862,56 TTC, entraîne une plus-value de 24,29% et fixe le nouveau montant du marché à 16 469,78 € hors taxe, soit 19 763,74 € TTC. Vu les articles cités du Code de la commande publique prévoyant la possibilité à l'acheteur de modifier le marché sans nouvelle procédure de mise en concurrence dès lors que les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux. Il vous est donc proposé, à vous, conseil municipal, après avis favorable de la commission des marchés publics, d'accepter les dites modifications, de valider l'avenant numéro 1 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1. Voilà, David. Merci Philippe. Avez-vous des questions, remarques? Oui, Angélique Ferrer. Ouais. Donc, moi je voulais savoir, on en est où là dans les travaux? Ils sont finis? On arrive à la fin? Alors, je vais peut-être laisser Michel Guezet, mais on est fait à tous à sa fin. Les travaux sont terminés pour fin juillet. Mais une partie va être terminée pour le 15 juillet, normalement. Okay. Mais la deuxième partie sera terminée le 30 juillet, à la fin du mois. Okay, d'accord. Et j'ai une autre question, c'est le tarif, en fait, est-ce que tu sais le montant de tous ces travaux?
Bah oui, tu l'as ici. Là, c'est la partie électrique. Ah oui, oui, c'était 100... Alors, je n'ai pas le chiffre, c'est autour de 190 000 euros. Autour de 190 000 euros. Je n'ai pas le chiffre en tête et puis je ne l'ai pas... C'est confirmé, hein, 180 Oui, 000 euros. c'est ça, c'était De mémoire. 179 Donc 000. pour donner quelques détails, puisqu'on est nombreux à suivre le chantier de très près, donc c'est toujours un chantier, enfin, ce sont toujours des chantiers très compliqués, parce qu'on est sur de la rénovation d'anciens. Cette partie de la mairie est toujours constituée de sols et de plafonds en bois et argile, donc ils peuvent présenter quelques fragilités. Là, en l'occurrence, on a un hôtel de ville qui est plutôt sain. Vous avez vu d'ailleurs au cours des 2 semaines précédentes que les services municipaux sont intervenus sur les parties hautes de la mairie pour nettoyer les chéneaux, ressouder des pièces d'inox qui avaient été abîmées au fil du temps, repositionner des ardoises qui elles aussi étaient parties avec les différentes intempéries, changer toutes les descentes de gouttières. Donc l'idée est de vraiment remettre notre hôtel de ville. Et les joints aussi. Voilà, et plusieurs joints de pierre qui ont été, de ciment qui ont été refaits entre différentes pierres repoussées de la végétation. Voilà, donc c'est un gros travail qui a été fait conjointement donc à la rénovation de ce rez-de-chaussée, qui en fait était la dernière partie à ne pas avoir été rénovée de l'hôtel de ville. Il restera encore quelques espaces à revoir, mais globalement on arrive peu à peu à la fin de ce grand chantier qu'on a démarré il y a maintenant presque 8 ans. En fait, l'avenant concerne... il y avait deux compteurs à l'intérieur du couloir. Et effectivement, quand l'entreprise a débranché des câbles, déjà elle a débranché des endroits qu'elle ne voulait pas débrancher, parce qu'en fait tout est mélangé, comme ça a été rajouté au fur et à mesure. Donc il y avait aussi les chemins de câbles, comme c'est indiqué dans l'avenant, des câbles qui se baladaient en dessous du plancher, entre le plancher, le plafond et puis le plancher. Donc tout ça, ça doit être mis avec des chemins de câbles. Parce qu'en fait, quand la conformité sera délivrée du fin de chantier, ben, il faut que ce soit conforme et sécuritaire, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Questions, remarques? Je passe au vote, ce point numéro 1. Donc y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, abstention, pas davantage, donc unanimité. Le point 2 donc, porte également sur un avenant numéro 2, au lot numéro 2, relatif au marché de conversion de l'ancienne usine à gaz et de ses abords. Philippe. Alors la ville d'Avranches a notifié l'exécution de travaux visant à créer un espace public connectant le jardin des plantes, la salle des fêtes Victor Hugo, la ferme du Petit Changeon et l'ancienne usine à gaz. Il est apparu en cours de chantier la nécessité d'effectuer des travaux supplémentaires visant à aménager la voirie sur le site et notamment le bas de la rue des Nupiers. Alors, ces travaux ont pour effet, en effet, une réfaction totale de la portion de voirie et, en plus, la création de 3 places de parking. Alors, ces travaux sont exécutés par l'entreprise Valois, titulaire du lot 2, maçonnerie paysagère. Le montant initial du marché s'élève à 237 697,81 € hors taxe, soit 285 237,37 € TTC. Ces travaux supplémentaires d'un montant de 11 261,84 € hors taxe, soit 13 519,21 € TTC, entraînent une plus-value de 4,74% et fixe le nouveau montant du marché à 253 991,57 € hors taxe, soit 304 789,88 € TTC, avec prise en compte de l'avenant numéro 1. Alors, vu les articles cités du Code de la commande publique, il vous est donc proposé à vous, Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des marchés publics, d'accepter l'évolution du projet et les dites modifications, de valider l'avenant numéro 2 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 2. Voilà. Merci Philippe. Avez-vous des questions? Là encore, questions, remarques? Madame Jonchère. Je me pose une question très pratico-pratique. Comment et où seront situés les parkings pour les personnes handicapées pour pouvoir accéder à la salle Victor Hugo? Alors les places sont déjà matérialisées, elles sont en haut de la route qui a été déplacée. La route
section de route qui rejoint le chemin de la Boutonnière au plateau qui est en avant de la salle Victor Hugo. Vous avez sur la droite, en haut de cette nouvelle portion de voirie, des places spécialement réservées aux personnes à mobilité réduite. Et il y en aura combien? Alors il y en a au moins 2 à ce niveau-là. Vous en aurez aussi le long de la salle Victor Hugo, donc sur la face est. Et puis de toute façon, il y aura toujours un petit parvis devant la salle qui permettra à des personnes en difficulté pour se déplacer d'y être déposées. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions. Écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point 3 de ce chapitre commande publique porte sur la convention constitutive d'un groupement de commandes entre la ville et notre communauté d'agglomération pour l'opération de travaux rue d'Orléans et Chalmel-la-Cour. Oui, merci David. Alors, considérant que le Code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d'avoir recours à des groupements de commandes permettant la rationalisation des achats à travers des économies d'échelle, ainsi qu'à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. Considérant qu'il apparaît qu'un groupement de commandes permettrait d'optimiser la coordination et la durée des différents travaux, ainsi évidemment que les coûts associés, la communauté d'agglomération du Mont-Saint-Michel, Normandie et la ville d'Avranches ont décidé de se regrouper afin de réaliser de manière concomitante une opération de réhabilitation des réseaux humides, ou pluviales eaux usées. Les travaux sur les réseaux humides doivent être réalisés préalablement aux travaux d'aménagement de la voirie qui seront réalisés dans le cadre du marché à bon de commande de la ville en cours d'exécution. Le périmètre de l'opération se situe sur les rues d'Orléans et de Chamel-la-Cour. Il est proposé d'adhérer à ce groupement de commandes conformément aux dispositions des articles nommés du Code de la commande publique. Ce groupement entraînera la conclusion des marchés de travaux associés à cette opération, ainsi que de tous les marchés, quelle qu'en soit leur nature, indispensables à sa bonne exécution. La communauté d'agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie assurera les fonctions de coordinateur du groupement. Les modalités d'organisation et le fonctionnement sont formalisées dans le projet de convention. Il vous est donc proposé, à vous, Conseil municipal, après avis favorable de la Commission des marchés publics, de faire adhérer la collectivité à ce groupement de commandes, d'accepter les termes du projet de la convention constitutive d'un groupement de commandes, d'autoriser donc Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention de groupement de commandes et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et d'autoriser le coordonnateur à signer les marchés publics, quelle qu'en soit leur nature, et tout document jugé utile à la bonne exécution de l'opération de travaux pour le compte de la ville. Voilà, David. Merci. Philippe, avez-vous des questions? Pas de questions? Pas de remarques? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, des abstentions non plus, donc unanimité, je vous remercie. On va passer au chapitre ressources humaines. Alors Valérie Busson étant absente, c'est toi Philippe qui t'en occupe. Alors, la première question qui a trait aux ressources, aux richesses humaines ou aux ressources humaines, c'est la création d'un emploi permanent à temps non complet, 17h30 à rapprocher de 35 heures du service communication. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Le service communication est actuellement composé d'une directrice de la communication, d'une chargée d'événementiel, d'une chargée de communication et d'une apprentie. Afin d'assurer une continuité du service, au sein du service communication, il est nécessaire de recruter un chargé de communication supplémentaire, un ou une, de communication supplémentaire à temps non complet, soit 17h30. Le coût du poste est estimé à 21 000. Vu le Code général de la fonction publique, notamment les articles cités, considérant la nécessité de créer un emploi permanent à temps non complet, je rappelle, 17h30, c'est 17h30, oui, à mi-temps, de rédacteur de catégorie B, au vu des motifs exposés ci-dessus, il vous est donc proposé, à vous, conseil municipal, après avis favorable de la commission du personnel, de créer un emploi
permanent de rédacteurs de catégorie B à temps non complet, soit 17h30 à rapprocher de 35 heures, à compter du 1er juillet 2025, et évidemment de modifier ainsi le tableau des effectifs. Voilà pour la question 4. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce point? Oui, monsieur Huette et Mme Ferreira. Le groupe de l'opposition s'opposera à ce projet de délibération et à cette proposition d'emploi pour une double raison. La première raison est d'ordre budgétaire. C'est un sujet de cohérence pour nous, puisque nous disons et redisons séance budgétaire après séance budgétaire que les dépenses de fonctionnement de la ville d'Avranches ont beaucoup augmenté. Et donc il y a ici un impact budgétaire qui est de 21 000 €. Donc, pour cette première raison, nous nous opposerons à ce projet de délibération. La seconde raison est plus de fond, même si la première était déjà de fond, parce que quand on évoque les équilibres budgétaires, on aborde bien entendu des sujets de fond. Mais la seconde raison a trait à la proximité des élections municipales du mois de mars 2026. Il se trouve que vous avez, monsieur le maire, une certaine tendance, et même une tendance certaine, à confondre la communication institutionnelle et la communication personnelle. Je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines ou quelques mois à l'occasion d'une question orale que je vous avais posée, à laquelle vous n'aviez, comme à votre habitude, guère répondu, mais les faits sont là. Et j'avais eu l'occasion, après avoir posé cette question orale, de demander un certain nombre d'aménagements dans la communication de la ville au bénéfice de l'opposition, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales. Le groupe de l'opposition, sauf une avancée tout à fait minime, s'est vu opposer une fin de non-recevoir. Alors, clairement, un certain nombre d'entre nous, déjà au conseil municipal, et d'autres personnes, d'autres femmes et hommes qui ne sont pas encore conseillers municipaux, auront à se confronter dans les mois qui viennent lors des prochaines élections municipales. Et je crains vraiment qu'il y ait continuation de votre tendance personnelle à confondre précisément la communication personnelle et la communication institutionnelle. Je tiens cependant à vous rappeler que l'article L52-1 du Code électoral impose, je dis bien impose, que dans les 6 mois précédant un renouvellement général, pour nous des conseils municipaux, il est interdit de mélanger les deux aspects. Et le juge administratif veille de façon très précise à cette interdiction posée par l'article L52-1 du Code électoral, et nous veillerons, comme le lait sur le feu, à ce qu'il en soit ainsi, parce qu'actuellement, ce n'est pas du tout le cas, et comme il est difficile de vous faire confiance sur ce point précis, nous n'allons pas voter ce soir la création d'un emploi qui risque fort, et ce ne sont pas les agents qui sont en cause, mais les instructions qui sont données aux 10 agents, qui risquent fort donc d'abonder dans le sens de la confusion qui est la vôtre entre la communication personnelle et la communication institutionnelle. Alors, je vais me permettre de répondre à vos accusations. Alors, tout d'abord, je commence par la dernière phrase qui est la vôtre. Je ne donne aucun ordre, aucune instruction aux agents du service communication. J'ai simplement, comme tous les élus de France, qu'ils soient les élus municipaux, communautaires, départementaux ou régionaux, des relations ordinaires avec la directrice de la communication. Et je ne suis pas le seul à avoir des relations avec elle. Nous définissons d'ailleurs des plans de communication qui servent à la fois la commune, mais aussi les associations, les commerces, les entreprises d'une manière générale. Enfin bref, tous les projets qui comportent un intérêt pour notre commune. Le seul axe de travail qui est défini et qui est commun à tous ces sujets que nous traitons, c'est l'attractivité de la ville, c'est l'image de la ville. C'est vrai qu'on est passé d'une époque où la communication, il y a plus de 10 ans, n'était pas un axe extrêmement développé.
D'ailleurs, l'image de la ville, notamment sur les réseaux, sur Internet d'une manière générale, était quasi inexistante. C'est une réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux vous assurer que s'il y a bien un sujet que nous travaillons, c'est cette distanciation indispensable qui doit exister entre la communication d'un candidat en campagne électorale, et jusqu'à preuve du contraire, nous n'y sommes pas encore. La campagne électorale correspond à un calendrier bien précis qui est donné par l'État. On sera très vigilant à cette époque. Et, en effet, la communication institutionnelle. Et d'ores et déjà, des formations ont lieu dans les communes en France. À Avranches, c'est déjà fait. Nous allons continuer, notamment du côté communautaire, de façon à ce qu'aucune équipe d'agents professionnels se retrouve dans des situations qui les mettraient eux-mêmes en difficulté. De la même manière que les élus eux-mêmes candidats en poste pourraient être en difficulté dans le cadre d'un recours. On le sait bien. Donc vous pouvez me faire confiance, nous faire confiance pour respecter ces règles. Alors s'il y a des choses qui vous chagrinent, qui vous titillent, eh bien faites-le nous savoir. Montrez-nous à quel endroit il y aurait une confusion des genres. Je serais très, très heureux de le savoir. Mais peut-être y a-t-il une chose qui vous dérange, c'est qu'en effet, le maire en fonction, c'est moi. Donc, en effet, s'il y a un sujet dans lequel le maire de la commune doit apparaître, qu'il s'agisse d'une inauguration, d'un événement ou toute autre chose totalement ordinaire, eh bien cela se fait. Et je conçois parfaitement que cela puisse vous déranger. Et puis, avant de vous redonner la parole, je voudrais revenir sur la création de ce poste. Ce poste, il ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas un poste nouveau que l'on crée. Nous avions, depuis maintenant quelques mois, eu des étudiants en alternance. Notamment sur un temps partiel qui correspond à peu près à ces 17 heures qui sont évoquées dans la... Or, il se trouve que pour l'équipe en place, la gestion des étudiants en alternance n'est pas si simple que ça. C'est difficile d'ailleurs de trouver des candidats qui soient vraiment en capacité de travailler dans un service. Donc le choix a été fait de remplacer ce statut d'alternant dans le service en emploi partiel. Voilà la réponse. Je voudrais rajouter quelque chose sur le volet finance. 21 000, les 21 000 vont se trouver compensés par le départ de l'apprenti, en partie. Ça va se trouver également grandement compensé par le fait qu'il s'agit d'une embauche d'un graphiste. Ça va se trouver grandement compensé aussi par le fait qu'on ne va pas externaliser ces tâches. Et donc, si on ne les externalise pas et qu'on les fait en interne, on ne les paie pas. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, enfin, on va embaucher un vrai professionnel de la communication qui va concevoir une communication visuelle. Il va travailler sur le sens du message de la communication visuelle. Et on va arriver, et c'est le but, l'objectif final, d'avoir un message efficace. Et le fait d'avoir un message efficace va faire ressortir toute l'attractivité de la ville. Et en faisant ressortir cette attractivité de la ville, ça va profiter à tout le monde, et en particulier au commerce de proximité. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Alors, en fait, moi, vous avez répondu à peu près à ma question. Je me questionnais quand même sur les 17h30. Donc, en fait, c'est parce que c'est pour compenser le fameux apprenti qui était 2 jours et demi par semaine, j'imagine, ou 2 jours. C'est ça. Je suppose que c'était ça. Là, vous avez trouvé une personne, justement, pour ces 17h30, parce qu'un si petit contrat, c'est pas facile. En fait, le recrutement n'est pas lancé puisqu'il faut que la délibération passe. D'accord, ok. Parce qu'en fait, je me questionne un peu sur ces 17h30, que je trouve qui est quand même très précaire. Faire un contrat à quelqu'un de 17h30, je trouve que c'est un petit peu limite. Donc voilà, je me questionne si c'est un contrat un peu pour quelque temps, parce qu'il y a effectivement une préparation, un peu plus de com en ce moment, par rapport aux événements, et ça me laisse un peu perplexe, quoi, en fait. Alors, nous faisons déjà appel à plusieurs graphistes extérieurs, voilà, qui sont parfois peu disponibles. C'est-à-dire qu'ils ont leurs propres activités et on est un client parmi d'autres, donc on n'a pas de contrat d'exclusivité avec ces graphistes, ce qui parfois rend le rendu attendu un peu aléatoire. Ce n'est pas une critique, hein, je me mets à leur place, nous faisons partie de leurs clients. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir embaucher quelqu'un qui serait en freelance sur une mission de temps partiel au sein de la collectivité. Et ce sont des profils qui se trouvent. Parfois, vous avez des gens qui sont en effet totalement indépendants et qui, sur un temps partiel, peuvent être intéressés pour une mission dans une collectivité. Sachant que le métier
dans la collectivité est un métier institutionnel. On est bien sur de la communication institutionnelle. Et moi, ce qui m'embête, c'est que vous essayez d'insinuer que le service communication de la ville serait au service d'un maire qui serait aussi candidat. C'est ça qui est assez étonnant, parce que si vous regardiez les choses d'un peu plus près, vous verriez que la majeure partie, alors ça a été dit sur les réseaux sociaux d'ailleurs, ça fait partie des choses qu'on enregistre aussi scrupuleusement et qu'on fera valoir à certains moments. Bah oui, ça fait partie du jeu. Non, mais toute attaque nécessite une réponse. Donc on enregistre les attaques et on donnera les réponses le temps voulu. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne regardez même pas le travail de fond qui est fait depuis plusieurs années autour de l'image de la ville, puisque le sujet qui est traité par un service communication, c'est celui de la ville, et pas du tout de ses élus, mais bien de la ville, et de tout ce qui compose la collectivité, et le monde associatif notamment, que vous connaissez bien. Monsieur Ranchin, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais reprendre ce que vient de dire Monsieur Collet. Déjà, donc, sur le point finance, vous nous dites on payait un alternant et ça viendra en déduction. Donc, il aurait été utile de nous dire la part de la différence et pas de nous dire 21 000 € d'augmentation de budget. Ça, c'est le premier point. Et il y a un deuxième point qui m'interpelle. Monsieur Collet, vous venez nous dire ça va être l'embauche d'un vrai professionnel de la communication en charge de communiquer, de faire la communication de la ville. Et ça me choque un petit peu d'entendre ça, parce que actuellement, je pense que la direction de la communication qui est assurée actuellement, nous avons affaire à une vraie professionnelle, pour la simple et unique raison, c'est que avant d'être sur Avranches, elle était en charge de la communication de M. Auger, maire de Deauville. Deauville a avait, je connais un peu le secteur, une communication qui était faite par une vraie ou une équipe dirigée par une vraie professionnelle de la communication. Donc, si vous voulez, cette petite phrase m'interpelle parce que ça laisse supposer à dire que le service communication actuel, je le mets au conditionnel, attention, ce n'est pas une affirmation, ne serait pas à la hauteur de ce que la ville attend et qu'on a besoin d'une personne à mi-temps pour pouvoir, j'allais dire, apporter un complément à cette communication qui correspond peut-être plus à ce que l'équipe municipale souhaite. Non, mais voilà. je parlais d'un graphiste. Hein. Je parlais d'un graphiste. Hein. On n'en a pas actuellement. Et puisque vous parlez d'incohérence, moi j'ai entendu dire à l'instant que 21 000, ça faisait beaucoup, et Angélique dit ouais, mais pourquoi pas un temps complet? Donc moi je veux bien qu'on joue la carte incohérence, mais on peut la développer. Hein. Ah oui, mais bon. Mais s'il y a plus de temps, ça coûte plus cher, Angélique. Et puis comme la plupart des postes que nous créons, ce poste, alors c'est marrant parce qu'à chaque fois la communication, que ce soit ici ou ailleurs, ça crée beaucoup de problèmes et ça génère beaucoup de fantasmes. Le poste en question, c'est pas David Nicolas qui le demande, c'est pas Annie Parent ou que sais-je, c'est la directrice du service communication. Alors elle ne le demande pas sur un coup de tête, c'est pas un caprice de directrice, c'est un travail qui s'est fait dans le cadre d'une réflexion et d'un débat dans des commissions, dans des instances de travail, et c'est simplement pour répondre à un besoin. Quand vous avez un événement qui est porté par une association, un club sportif, un événement culturel comme les festivals qui se déroulent sur notre commune ou autre, et que vous êtes obligé de faire appel à un graphiste pour concevoir une affiche ou des documents d'information ou que sais-je, bien, vous n'avez pas le choix. Soit vous faites appel à un prestataire extérieur qui souvent coûte relativement cher, en tout cas beaucoup plus cher quand on additionne les factures que les 17 000 € dont on parle. Et là, l'idée, c'est d'internaliser cette compétence pour être plus efficace
et sans doute plus économe. Parce que quand on additionne toutes les factures en graphisme que l'on engage aujourd'hui, on est largement au-dessus des 17 000 euros. Les 21 000 euros. Oui, oui, pas de souci. Oui. Oui, une réponse rapide à la réponse que vous avez faite tout à l'heure et, comme d'habitude, fuyante. D'abord, vous ne ferez croire à personne un seul instant, sauf à votre garde rapprochée, bien évidemment, que vous faites une distinction entre les communications institutionnelles et la communication personnelle. Chaque jour qui passe démontre l'inverse. Chaque jour qui passe. Et d'ailleurs, vous avez fort bien vous-même résumé la situation en employant une expression magnifique. Le maire, c'est moi. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en matière de communication, c'est moi qui décide et je fais avec les instruments de la ville, avec les outils de communication de la ville, ce que je veux. Voilà la réalité des choses. Et puis, dernier élément, parce que j'ai dit que ce serait une réponse brève et ce sera une réponse brève, je vous redis, je vous rappelle qu'il existe des textes en France. Vous avez du mal parfois avec la légalité, mais il y a des textes en France, notamment en matière de propagande électorale, qui ne se limitent pas à la campagne électorale stricto sensu, qui vont bien avant, qui partent bien avant. Et l'article L52-1 du Code électoral, c'est 6 mois avant. Donc je vous redis que nous serons très vigilants dès le mois de septembre sur l'utilisation des outils de communication de la ville payés par le contribuable dans la perspective des prochaines élections municipales. Et je peux vous assurer que nous le serons tout autant. Donc je vous rassure, tout va bien. Je pense qu'on a des équipes et nous-mêmes, individuellement, nous sommes tout aussi au fait que vous sur les règlements qui s'imposent à nous en temps de campagne électorale. Jacques Lucas. Oui, juste, je suis content de voir, M. Vette, qu'au bout du mandat, vous vous apercevez que David Nicolas est maire. C'est déjà un premier point. Un deuxième point, ce qui vous gêne, c'est que ça fonctionne correctement, ça se passe bien et ça se voit. Et ça vous embête parce que, évidemment, vous aimeriez que les parutions soient négatives. Vous en faites suffisamment pour qu'on comprenne. Donc, oui, ça se passe bien. Et puis, le maire, c'est toujours le maire. Et on n'est pas en campagne. On le verra le moment venu. Bien, donc sur cette question numéro 4, la création d'un emploi permanent non complet au sein du service communication, je rappelle un poste de graphiste. Y a-t-il des votes contre? Donc nous avons les votes de l'opposition, des abstentions, pas d'abstention, donc la question est adoptée. Le point 5, donc c'est la création d'un emploi permanent à temps complet au sein du service vie scolaire. C'est Annie Parent qui rapporte ce point. Je ne vais pas rappeler les articles qui sont cités. Nous avons sur le site Pierre Mendès France, jusqu'ici, un emploi non permanent. Or, les missions réalisées par cet agent sont désormais pérennes. Parce qu'il y a des absences, pour quelque raison que ce soit, maladie, enfant malade, absence justifiée par des fonctions syndicales. Donc cet emploi étant déjà pourvu par l'agent concerné, il n'y aura pas d'impact supplémentaire sur la masse salariale. Vu le Code général de la fonction publique, notamment les articles L313-1 et 332-8, considérant la nécessité de créer un emploi permanent d'adjoint technique de catégorie C au vu des motifs exposés ci-dessus, il nous est proposé ce soir, après un avis favorable de la Commission du personnel, de créer un emploi permanent d'adjoint technique catégorie C à temps complet, soit 35 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2025, et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci Annie. Avez-vous des questions, remarques? C'est clair pour vous? On passe au vote. Donc, y a-t-il des votes contre cette question numéro 5? Pas de vote contre. Des abstentions? Pas davantage. Je vous remercie. Point 6, donc la création d'un emploi non permanent à temps complet pour faire face à un accroissement temporaire d'activité au sein du service ressources humaines. Alors, je rapporte, en effet, et conformément à l'article cité du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Afin de renforcer les effectifs du service richesse humaine et d'assurer une continuité de service, il convient de créer un emploi temporaire de catégorie C, filière administratif, à temps complet au sein du service à compter du 1er septembre 2025 pour une durée de 4 mois. Le coût du poste pour un temps complet d'une durée de 4 mois est estimé à 11 000 €. Vu le Code général de la fonction publique, notamment les articles cités, vu le décret du 29 décembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, considérant la nécessité de créer un emploi non permanent d'adjoint administratif de catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au vu des motifs exposés ci-dessus. Il vous est donc proposé à vos conseils municipaux, après avis favorable de la commission du personnel, de créer un emploi temporaire d'adjoint administratif de catégorie C à temps complet, soit 35 heures, à compter du 1er septembre 2025 pour une durée de 4 mois et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Voilà, David. Merci Philippe. Avez-vous des questions? Questions, remarques? Personne ne souhaite s'exprimer. Eh bien, nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 votes contre. Des abstentions? Pas d'abstention. Donc la question est adoptée. Le point suivant, donc c'est la mise en place de l'allocation parents-enfants handicapés. Et c'est Martine Laurin qui rapporte. Donc, conformément à l'article L731-4 du Code général de la fonction publique, précisant qu'il appartient à chaque collectivité de définir par délibération le type d'action et le montant des dépenses qu'elle entend engager est relatif aux prestations d'action sociale. Dans ce contexte, et afin d'accompagner au mieux les agents et leur environnement familial, il est proposé d'instaurer une nouvelle prestation d'action sociale au bénéfice des agents de la collectivité, à savoir l'allocation aux parents d'enfants handicapés, qu'on appellera APEH. Les bénéficiaires de l'APEH sont les fonctionnaires, stagiaires et titulaires en position d'activité ou de détachement auprès d'une collectivité ou d'un établissement public territorial, exerçant leurs fonctions à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. Les agents contractuels employés de manière permanente et continue à temps plein ou à temps partiel en activité. Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, les prestations d'action sociale sont servies sans aucune réduction de leur montant. Pour les agents employés par plusieurs collectivités, chaque collectivité peut verser la prestation au prorata de la durée d'emploi de l'agent en son sein. Les enfants concernés sont des enfants âgés de moins de 20 ans. Leur taux d'incapacité de ces enfants doit être au moins égal à 50%. Le parent doit être allocataire de la EEH. Alors la EEH, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. L'enfant doit être atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité constitutive de handicap reconnue par la commission départementale. Le bénéficiaire doit informer son employeur de tout élément nouveau concernant notamment l'attribution de toute autre allocation. Et la PEH n'est pas cumulable avec l'AAH, la PCH et la CTP. Alors PCH, c'est prestations complémentaires handicap, et CTP, c'est aide pour les actes essentiels du quotidien. Les conditions de versement, s'agissant d'une prestation facultative, l'agent doit en faire la demande auprès de son employeur par courrier simple, accompagné des pièces justificatives afférentes. Le versement de l'allocation est subordonné au paiement des mensualités de l'AEH. Le nombre de mensualités au titre de l'AEH est donc égal au nombre de mensualités versées au titre de la PEH. La perte de l'AEH entraîne intrinsèquement la perte de la PEH. Le montant est versé mensuellement selon la réglementation en vigueur. Il est de 183 € brut en 2025, jusqu'à l'expiration du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge des 20 ans. L'allocation ne peut être versée aux deux parents. Et pour les enfants placés en internat, le versement concerne uniquement les périodes de retour au foyer. Les pièces à produire, donc nous avons une carte d'identité, la notification de la commission départementale, la notification de l'attribution de l'AEH et pour l'enfant atteint d'une maladie chronique, un certificat médical établi par le médecin agréé.
Vu l'avis du comité social territorial en date du 26 mai 2025, avis favorable à l'unanimité, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission du personnel, d'adopter la mise en place de l'allocation parent-enfant handicapé telle qu'elle est définie ci-dessus, et ce, à compter du 1er juillet 2025. Merci Martine. Avez-vous besoin d'informations complémentaires, Monsieur Ranchin? On ne peut pas être contre une telle demande. Par contre, j'ai une question qui m'est venue en écoutant Madame Parent. Qu'en est-il des parents qui se retrouvent... Madame Laurent, pardon. Qu'en est-il des parents qui se retrouvent dans une situation où leur enfant se retrouve hospitalisé avec une maladie, on va dire, incurable, et qui nécessite, autant que se peut, leur présence à côté de leur enfant? Est-ce qu'aujourd'hui, la collectivité a mis en place une solution de maintien de salaire ou de, j'allais dire, possibilité de prendre des congés pour accompagner son enfant dans ces moments difficiles? Je peux peut-être apporter des éléments de réponse parce que la situation s'est présentée. Donc il y a des congés spécifiques qui sont accordés à l'agent. Des collègues peuvent aussi faire don de certains jours de congé alors, à l'agent concerné. Et il y a un troisième dispositif. Oui, donc comme pour d'autres motifs, les autorisations spéciales d'absence, les ASA. Y a-t-il d'autres interventions? C'est bon pour vous? Bien, donc je passe aux voix cette question. Donc pour la mise en place de cette APEH, donc y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, des abstentions non plus, donc unanimité, je vous remercie. On va évoquer la question numéro 8, donc la question du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Alors, c'est une mise à jour. Nous l'avions quasiment intégralement écrite, et vous l'avez eu lors de la délibération numéro 18 du 27 juin 2022. Il y a juste une petite phrase qui n'est pas sans conséquence, qui se modifie. Et si vous en êtes d'accord, si vous en êtes d'accord seulement, je vous propose de vous lire uniquement le paragraphe 5, qui s'intitule, et il faudrait le mettre à l'écran, « Les modalités de maintien ou de suppression de l'IFSE ». L'IFSE, c'est l'indemnité forfait, suggestion, expertise. Donc il est à l'écran, si vous en êtes d'accord, je vous le lis. Le bénéfice de l'IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé annuel, en cas de congé maternité ou de paternité et d'adoption et d'accueil de l'enfant, en cas de congé de maladie ordinaire, durant la préparation au reclassement prévu par l'article cité du Code général de la fonction publique. On parle d'un fonctionnaire reconnu inapte au travail et à l'exercice de ses fonctions plus particulièrement, et qui a le droit à avoir un reclassement, une période de reclassement avec maintien du salaire sur une période maximum d'1 an. Je reprends la lecture classique. En cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, l'IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Et là, c'est uniquement ça qui change par rapport à la délibération du 27 juin 2022. C'est cette phrase-là qui change uniquement. En cas de congé de longue maladie ou de grave maladie, l'IFSE est maintenu dans les proportions suivantes: 33% la première année, 60% la deuxième année, 60% la troisième année. Alors vous allez me dire pourquoi? C'est le principe de parité avec la fonction publique de l'État.
Et c'est très nettement stipulé. Dans tous les cas, le régime indemnitaire alloué ne pourra pas être plus favorable que celui versé aux fonctionnaires de l'État. Donc je viens de vous lire le seul changement, mais je continue pour le plaisir. L'IFSE est suspendu en cas de congé de longue maladie lorsque l'agent est placé rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire antérieurement accordé. L'IFSE qui lui a été versé durant son congé de maladie ordinaire lui demeure acquise. J'ai fini la lecture de ce paragraphe 5. Donc je vais me porter vers la conclusion. Je rappelle que cette question a été vue au CST, au Comité social territorial, le 26 mai et a reçu un avis favorable à l'unanimité. Hein, c'est la loi, donc c'était difficile de faire autrement. Je rappelle qu'on l'avait déjà vu lors de la délibération numéro 11 du 5 juillet 2021, et je rappelle également ce que je viens de vous dire, vu la délibération du numéro 18 du 27 juin 2022. Alors, il vous est donc proposé à vos conseils municipaux, après avis favorable de la commission du personnel, de mettre à jour la délibération relative au régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et ses modalités de maintien. Voilà la lecture faite. Merci Philippe. Avez-vous des questions? Questions, remarques? C'est bon pour vous? Bien, écoutez, je passe au vote ce point numéro 8. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Donc l'unanimité, je vous remercie. La question suivante donc, porte sur l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la filière police. Alors, tout à l'heure, on parlait de IFSE. Là, on parle de ISFE, hein, et David l'a dit à l'instant, indemnité spéciale de fonction d'engagement pour la filière de police. Alors là, si vous voulez, on est dans le même cas de figure que tout à l'heure, on est sur une mise à jour, et je vous propose là de porter votre regard sur le paragraphe 4 qu'on va mettre à l'écran, et je m'en vais vous le lire. Le paragraphe 4, il est à l'écran. Donc, le bénéfice de l'IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de maladie, je répète, en cas de congé de maternité ou de paternité et d'adoption et d'accueil de l'enfant, en cas de congé de maladie ordinaire, durant la préparation au reclassement prévu par l'article cité du Code général de la fonction publique, j'ai expliqué tout à l'heure, en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique, l'ISFE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Et je reviens à cette phrase qui est la seule à être modifiée. En cas de congé de longue maladie ou de grave maladie, l'ISFE est maintenu dans les proportions suivantes. 33% la première année, 60% les deuxième et troisième années. Hein. Voilà. L'ISFE est suspendu en cas de congé de longue durée. Alors, lorsque l'agent est placé rétroactivement en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé maladie ordinaire antérieurement accordé, l'ISFE qui lui est versé durant son congé de maladie ordinaire lui demeure acquise. Alors, vu l'avis favorable du comité social territorial, hein, avis favorable à l'unanimité, hein, évidemment, vu la délibération du 17 décembre 2024, il vous est donc proposé à vous, conseil municipal, après avis favorable de la commission du personnel, de mettre à jour la délibération relative à l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement pour la filière police et ses modalités de maintien. Voilà, David. Merci Philippe. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant ce point? C'est bon pour vous? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas, ou des abstentions, donc unanimité. Nous allons aborder le chapitre urbanisme et travaux avec le point numéro 10 qui porte sur la cession à titre gratuit au bailleur social Manche Habitat d'une emprise foncière cadastrée AN 458 rue Jean de Vittel. C'est Jacques Lucas qui rapporte. Oui, dans le cadre des travaux sur les balcons des bâtiments collectifs des 28 et 30 rue de Jean de Vittel, l'Office public de l'habitat Manche Habitat envisage la restructuration des balcons avec appui au sol. Ce dernier souhaite acquérir une empreinte foncière correspondant au surplomb des balcons des parcelles AN 449 et AN 450 sur la parcelle
AN 458 appartenant à la commune d'Avranches. Donc, bien évidemment, après un avis favorable de la commission urbanisme et travaux, voirie, la sollicitation des domaines, il est proposé au conseil municipal d'accepter la rétrocession à titre gratuit d'une emprise foncière cadastrée AN 458 tout autour des bâtiments AN 449 et AN 450, l'équivalent de la largeur des trottoirs, des murs des bâtiments jusqu'aux bordures du trottoir. Les frais de bornage seront à la charge de Manche Habitat, ainsi que la rédaction de l'acte administratif par ses services, et d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer cet acte administratif et tout document afférent. Merci Jacques. Avez-vous des questions sur cette session qui ne porte pas un enjeu? Oui, Hervé. Ce n'est pas une question, juste une information. En regardant le cadastre, je me suis aperçu que la rue Jean de Vitel n'est pas continue sur les plans du cadastre. Il y a un trou. Le boucher. Ce serait bien, bon, ce n'est pas très important, mais si le géomètre qui a été mandaté par Manche Habitat regarde le cadastre, il s'apercevra que la rue Jean Vitel, elle s'arrête. Et pour reprendre plus loin. On va rectifier. Oui. J'ai le souvenir effectivement que beaucoup de terrains qui correspondaient aux logements sociaux, les partitions sont extrêmement aléatoires ou en tout cas compliquées, avec des parties qui sont villes, des parties qui sont Manche Habitat, et c'est vrai qu'il eût été sûrement intéressant de se pencher sur la question du cadastre pour essayer de vraiment bien voir ce qui est où et qui appartient à quoi, et comment peut-être régler de façon plus, je dirais, harmonieuse cette partition des terrains au sol par rapport aux immeubles qui sont construits sur ces parties-là. On avait eu plusieurs fois des problèmes de litige ou ne pas savoir qui pouvait, par exemple, s'occuper des espaces verts puisque c'était sur du terrain ville, non pas sur du terrain Manche Habitat. En tout cas, ce serait bien de pouvoir régler de façon peut-être plus cohérente ce type de petits soucis finalement très techniques. C'est bien noté. Donc, de toute façon, les remarques qui ont été faites ne portent pas préjudice au passage au vote de cette délibération, mais vous avez raison. Enfin, et on parle du quartier de la Durfolière, il n'y a pas que ce quartier-là. Il y a beaucoup de secteurs dans Avranches qui sont le résultat d'aménagements depuis les années d'après-guerre, l'immédiate après-guerre, pour lesquels le travail de finalisation d'un cadastre précis n'a pas été fait. Ce sont des choses qui se rattrapent peu à peu. On a eu quelques dossiers récents, mais ça prendra du temps. Bien, y a-t-il d'autres questions ou remarques? C'est bon pour vous, donc je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, des abstentions? Pas d'avantage, donc unanimité, je vous remercie. On va justement continuer à évoquer des sujets ayant trait à la voirie et au parcellaire. Donc, c'est la question numéro 11 qui porte sur la dénomination de la rue qui dessert la cité d'Automne, donc qui relie la rue Division Leclerc à l'emprise où se situent les bâtiments rénovés de la cité d'Automne. Oui, donc la voie qui dessert actuellement la cité d'Automne depuis la Division Leclerc porte à tort le nom de la rue Division Leclerc. Donc avec le projet de construction de 7 logements portés par Manche Habitat en face de la cité d'Automne, il apparaît d'autant plus nécessaire de dénommer cet accès. Il vous est proposé de nommer cette rue la rue Gisèle Halimi. Donc je ne vais pas relire le petit paragraphe qui concerne cette dame, ce qu'elle a pu être. Donc après avis favorable des commissions urbanisme et travaux, il vous est proposé de nommer la rue desservant la cité d'Automne depuis la rue Division Leclerc, rue Gisèle Halimi, de charger le maire de communiquer cette information, notamment au service de la Poste, et d'alimenter la base adresse nationale. Je vous remercie. Est-ce que cette proposition de dénomination de rue pose question Madame Jonchère. Personnellement, je voterai contre, parce que c'est quelqu'un qui a sûrement eu d'énormes qualités de combat dans ses idées, mais que je ne partage pas.
et parce qu'elle a été porteuse de valises au temps de la guerre d'Algérie et qu'elle a sur les mains le sang de quelques-uns, quelques-unes de gens qui vivaient en Algérie. Donc, quand on choisit son camp, mais quand on est pour le FLN, quand on est porteur de valises, je ne trouve pas que ce soit judicieux que de porter, honneur à une rue d'Avranches en portant son nom. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Bien, donc je propose de passer au vote. Donc, qui est contre cette proposition de dénomination de cette rue d'Avranches? Donc, un vote contre, des abstentions. Donc, une abstention, 2 abstentions. Donc, la question est adoptée à une large majorité. Je vous remercie. La question suivante donc, porte sur la convention pour un projet d'aménagement d'une aire de camping-car en haut de la vallée de la Bourdonnière à Saint-Martin-des-Champs. Deux constats nous ont amenés à cette proposition. C'est d'une part, bien évidemment, l'espace actuel réservé au camping-car sur la ville d'Avranches. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas folichon. Enfin, j'emploierai ce mot-là. Donc, je crois que on était depuis un certain temps en recherche d'un lieu d'accueil qui soit digne d'accueil des touristes qui nous rendent visite. Donc, le deuxième constat, c'est qu'à la Bourdonnière, le terrain qui avait été imaginé à sa création, la surface qui avait été imaginée est sans doute trop importante par rapport aux activités qu'on y mène, trop importante puisqu'elle nous oblige surtout à faire attention à l'entrée pour ne pas que les touristes à caravane s'y installent de manière anormale. Donc l'idée, c'est de prendre une partie de ce terrain. Donc je ne sais pas si on peut avoir la carte parce que je pense que c'est ça qui est important. Une partie de ce terrain, la partie haute, pour y installer donc les camping-cars. Donc cette installation se fera avec la société Camping Car Park. Donc c'est relativement simple comme fonctionnement, c'est-à-dire qu'en l'état, nous avons une convention avec eux pour 10 ans. La société installe tout ce qui est partie des camping-cars. Ça, c'est la carte des HLM, donc c'est pas tout à fait là qu'on a envie de les mettre. Voilà. Et donc, la société Camping Car Park organise cette installation, crée les différentes parcelles, s'occupe de la mise en place, gère aussi le camp, si je puis dire, et nous verse d'une manière minimum 4 000 € annuels par rapport à l'occupation. Et ensuite, on a une répartition dans le premier temps, pendant les 10 premières années, qui leur permettent de rembourser les frais occasionnés par l'installation. Donc sur tous les passages de camping-car, il y a 2 tiers pour la société, 1 tiers pour la commune. Et au bout des 10 ans, lorsque le remboursement est effectué avec les entrées, on inverse, c'est-à-dire que la société continue, si on le souhaite, à exploiter le parking avec donc une dotation qui est de 2 tiers pour la commune et 1 tiers pour eux. Voilà le projet. Alors, il y a Angélique Ferreira qui souhaite s'exprimer. Alors, moi, je vais m'opposer à ce projet. Alors moi, je suis super surprise, en fait, parce que quand je découvre ça, je me dis, on est en train de voir, et notamment toi, Jacques, on est en train de voir pour qu'il y ait de moins en moins de passages sur Saint-Martin-des-Champs. Voilà. Et là, je pense tu es un pro pour la déviation quand même de Saint-Martin-des-Champs, donc qui est quand même de moins de passages de voitures, je parle. Et là, on refait venir des camping-cars donc, dans Saint-Martin-des-Champs, donc même si on passe pas, voilà, c'est quand même des camping-cars qui vont arriver, donc de la circulation supplémentaire. Donc là, je suis un peu stupéfaite. Je voulais savoir, alors j'ai pas eu le compte rendu moi de la commission, j'ai regardé, je l'ai pas reçu du tout. Je voulais savoir si il y a eu une concertation avec les habitants. Quels habitants? Les Saint-Martinais. Non. D'accord, parce que je ne savais pas si ça avait été mis.
Donc moi, un tel projet comme ça, avec la Bourdonnière qui est un espace vert, hein, qui est un espace de famille, où on l'a valorisé, enfin franchement, il y a eu du très beau boulot de fait à la Bourdonnière, de dénaturer un lieu comme ça. Je ne sais pas d'où ça tombe, je ne sais pas comment c'est l'idée, mais comment qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on abîme, qu'est-ce qu'on rase? Alors forcément, j'imagine qu'on ne va pas avoir autant de verdure qu'aujourd'hui. Si. Ah oui, donc on va mettre les caravanes, il ne va pas y avoir du tout de verdure, il ne va pas y avoir tout ça. Non mais bon, on n'abat rien, on ne touche pas aux haies, on ne touche pas aux arbres. Le sol, c'est un terre-pierre qui avait été prévu pour éventuellement recevoir les cirques et les activités de ce type, c'est tout. Donc il ne sert pas vraiment, mais on ne touche à rien. Enfin, c'est pas la végétation, il n'y a pas... Quand on connaît le sol, c'est un sol de cailloux qui supporte les charges. Donc on ne va pas abîmer, on va simplement permettre à ce lieu de vivre correctement et de permettre à des gens des touristes qui viennent chez nous, d'avoir un accueil un peu plus correct que ce qu'on leur offrait jusqu'ici. Enfin bon, chacun ses goûts, hein. Non mais tout à fait. Non mais après qu'il y ait besoin de développer... On peut préférer les poubelles à la Bourdonnière. Comment ? On peut préférer les poubelles actuelles à la Bourdonnière, c'est bien. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout opposée, au tourisme, hein, parce que je trouve que c'est important, mais pas au détriment de la vie locale, ça c'est clair. Alors, pas dans un endroit aussi vert, là je vois pas. Enfin, franchement, je comprends d'où vient cette idée. Je sais pas, il faut peut-être aussi un petit peu rencontrer les camping-caristes. Un endroit aussi vert, c'est-à-dire que les camping-caristes, c'est pas les rois du bitume, hein. Non, mais pas au détriment de notre vie, pas au détriment de nos habitants, alors, Jacques. Question, qu'est-ce qui va empêcher ou qu'est-ce qui va poser problème aux habitants? L'espace. Aujourd'hui, il y a de l'espace, il y a des enfants qui jouent, qui courent. Enfin, il y a de l'espace. Mais l'espace qui reste est grandement suffisant par rapport aux activités qui sont menées. Demande aux oui, concerts de famille. Mais je constate, parce que moi j'y suis, la différence. On y est tous, hein, on y est tous. Alors, moi, je voudrais juste prendre la parole aussi. Je rejoins aussi un peu Angélique sur le projet. Je pense aux écoles aussi, aux promeneurs. La ruelle, elle est assez étroite déjà en circulant dans Saint-Martin-des-Champs. Et je pense aux écoles, au trafic que ça va être, une trentaine de camping-cars. Bon, je suis assez surprise. La vallée, elle est ouverte, elle est verte. C'est du passage, peut-être des poubelles supplémentaires, voilà. Mais je pense aux cyclistes, aux randonneurs. Mais effectivement, je suis pour le tourisme, bien évidemment, dans notre belle région. Mais l'emplacement au cœur de la ville et de la vallée, ouais. Alors, il y a un élément qui est intéressant dans la réflexion. Bon. De toute façon, implanter une aire de camping-car en milieu urbain, c'est jamais simple. Milieu urbanisé. En l'occurrence, comme l'a dit Jacques Lucas, le haut de la vallée de la Bourdonnière, aujourd'hui, est assez peu occupé, assez peu utilisé. Si vous reprenez le plan, vous verrez que c'est vraiment la partie la plus haute qui est à l'arrière de la haie où se situent les points d'apport volontaires. Moi, je vous invite à réfléchir à la situation actuelle de notre aire de camping-car qui est derrière le centre culturel. J'imagine que vous y êtes déjà allé, vous avez vu dans quelles conditions viennent les camping-caristes, sur un terrain en pente, à proximité de points d'apport volontaires qui parfois débordent. En tout cas, ce n'est pas satisfaisant. Et dites-vous que l'image que les camping-caristes qui passent à Avranches gardent de notre ville, c'est celle-ci. Là, pour le coup, c'est du bitume, c'est pas du terre-pierre, c'est pas du gazon, hein, pour dire clairement les choses, et c'est très peu qualitatif. Donc c'est pour soi que l'orientation qui a été prise, c'est de travailler avec un professionnel qui connaît très très bien les questions liées à l'installation de ce type de zone de camping-car. On est sur une jauge qui est très raisonnable. Alors c'est vrai qu'on peut s'inquiéter du trafic. Cela dit, ce n'est pas des dizaines de camping-caristes qui vont arriver par jour, hein. C'est très saisonnier, c'est très très saisonnier. En tout cas, on a les chiffres qui pourront être donnés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça permettra d'avoir une activité assez intéressante dans ce secteur-là, notamment pour le plan commercial et pour le plan touristique, cela a été dit, hein. Le tourisme, c'est de l'économie. Mais pour dire les choses de manière très clairement, l'aire de camping-car qui est sur Avranches aujourd'hui, elle nous dessert très fortement. Et puis l'idée, c'est de libérer ces places qui sont en dessous du théâtre pour les remettre pour du stationnement. Il faut savoir aussi que les riverains de l'actuelle zone où se trouve l'aire de camping-car se plaignent non pas forcément du trafic, mais se plaignent du sens de circulation qui est adopté par les camping-caristes qui suivent leur GPS et qui très souvent se trouvent en contradiction avec les sens de circulation qui existent aujourd'hui. Donc
L'aire de camping-car qui a été retenue, enfin ce terrain qui a été retenu, est adapté aux normes. Et encore une fois, ce n'est pas une aire de camping-car de 150 camping-cars, c'est une trentaine. Et la zone est largement adaptée au flux qui est attendu. Monsieur Ranchin. Pour tout vous dire, je suis très surpris de cette proposition pour plusieurs raisons. Pour les Avranchinais et surtout pour les Saint-Martinais, le parc de la Bourdonnière a une vocation familiale. C'est des promenades avec les jeunes enfants, c'est des parties de foot avec le papa, c'est la fête une fois par an, la fête du Muguet et son vide-grenier qui est connu et reconnu dans tout le secteur d'Avranches. Et je suis surpris de voir arriver ce projet au niveau du parc de la Bourdonnière. L'autre point que je voulais dire, c'est que tout autour d'Avranches, et c'est un sujet que je connais un petit peu, nous avons une prolifération d'aires de camping-car. Quand je dis une prolifération, le Mont-Saint-Michel a aménagé une aire de camping-car au bout d'un parking. L'aire de Beauvoir a doublé sa capacité. Ardevon a augmenté sa capacité. Nous avons tout autour du Mont-Saint-Michel des aires de camping-car privées à la ferme qui se sont développées. Et puis, Carrefour, sur la zone de la baie, a une aire de camping-car pour vous permettre le remplissage, la vidange des eaux usées des véhicules sur son terrain. Et voir arriver, comme l'a dit tout à l'heure Angélique Ferreira, cette aire de camping-car à la Bourdonnière, alors que on est en train de entre guillemets, de se battre par rapport à l'aire de contournement, je pense que c'est à contresens. D'autre part, j'ai lu la Convention. Alors la Convention, ça m'a un petit peu surpris. On a une location de 4 000 € à l'année. Donc pour un chiffre d'affaires de 0 à 40 000 €, la commune obtient 4 000 €. Et dès l'instant où on passe à 40 001 €, on a 10% du montant des entrées. Sauf que il y a un petit astérix, c'est marqué marge brute. Ce qui veut dire, à ces 40 000 €, il faut rajouter les 4 000 € de location que l'on donne à la commune tous les ans. Donc on ne parle plus d'un chiffre d'affaires de 40 000 €, mais on parle d'un chiffre d'affaires de 44 000 €. Les prix moyens de la société, alors j'ai fait un calcul vite fait, c'est 15 € la journée. Ça vous fait 3 000 véhicules par an. 3 000 véhicules par an, je ne sais pas si cette aire de camping-car, avec la concurrence que l'on a, qui est tout à fait justifiée, vu la zone géographique que l'on a, je ne sais pas si on aura ces 3 000 véhicules par an. D'autant plus que derrière, donc on va aménager au détriment de la Bourdonnière une aire de camping-car pour 4 000 € par rapport à la commune. Si la commune recherche 4 000 € par an pour équilibrer ses comptes, c'est quand même malheureux au détriment de la Bourdonnière. L'autre point que je voulais dire, c'est l'impact sur le commerce. Quel impact sur le commerce va avoir cette aire de camping-car? Zéro. Pourquoi? Il n'y a aucun commerce à proximité de cette aire de camping-car, sauf le restaurant juste derrière la mairie de Saint-Martin-des-Champs, mais on le sait bien, ce n'est pas les camping-caristes qui iront forcément tous manger dans ce restaurant. Alors ma question, j'ai une question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à l'aire de camping-car actuelle? Est-ce que l'aire de camping-car actuelle, vous allez la fermer et la déplacer par rapport à la Bourdonnière? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est
les nuisances par rapport aux riverains, parce que vous avez beau dire la Bourdonnière, mais on a un lotissement qui est de l'autre côté de la route. On a une maison qui est juste mitoyenne en terrain par rapport à l'aire de camping-car, que l'on veuille ou non, mais une aire de camping-car, de toute façon, il y aura des nuisances. Vous avez des gens, et vous le savez aussi bien que moi, qui ont un comportement civique, et là, c'est très bien, mais vous aurez des gens qui vont avoir un comportement avec une incivilité extrême, et derrière, tout le quartier va profiter. Donc ça, c'est un point que je trouve, j'allais dire, plus que négatif, et d'autant plus que vous nous avez bien précisé qu'il n'y avait pas eu de concertation par rapport aux habitants du quartier. L'autre point que je soulève, c'est que la collectivité a mis un bloc sanitaire sur l'aire de la Bourdonnière. Bloc sanitaire qui, je peux le dire, est toujours très bien entretenu et très propre. Maintenant, ce bloc sanitaire va se retrouver comme service par rapport à l'aire de camping-car. Donc derrière, on va augmenter les consommations d'eau et on va augmenter, j'allais dire, l'entretien nécessaire par rapport à ce bloc sanitaire. La société de parking, là, ils ne vont pas prendre en charge le bloc sanitaire. Et pour eux, c'est tout pas gagné, puisque il faut savoir qu'étant donné qu'il y a un bloc sanitaire, les travaux vont être minimisés au maximum, puisqu'il y a déjà un raccordement à proximité, ce n'est pas ce qui va leur coûter le plus cher. Puis il y a un dernier point qui m'interpelle, et en plus c'est d'actualité, sur Saint-Martin-des-Champs. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une porte ouverte aux gens du voyage? Parce que quand on voit que sur le stade de Saint-Martin-des-Champs, rien ne les arrête, à proximité de l'école, rien ne les arrête, là, je vous dis tout de suite, ce n'est pas une aire de camping-car qui va les arrêter. D'autant plus que les gabarits pour rentrer sur l'aire de camping-car vont correspondre aux véhicules des gens du voyage. Donc la communauté d'agglomération a fait, j'allais dire, une aire de gens du voyage pour les grands passages sur Saint-Quentin-sur-le-Rhône. On voit qu'elle n'est pas toujours respectée, et je peux même dire elle n'est pas souvent respectée ou pas du tout respectée. Et là, on est en train de faire une porte ouverte aux gens du voyage par rapport à cette aire de camping-car. Donc je trouve malheureux que, je ne nie pas qu'il n'y ait pas un besoin peut-être sur Avranches, ça je ne le dis pas, mais de grâce, on pourrait le faire ailleurs. Pourquoi pas, dans ces conditions-là, le mettre derrière l'école Parisis? Ça serait un emplacement qui serait, pour Avranches, pas plus mal. Pourquoi? Parce que vous avez les commerces sur pont, vous avez une boucherie, vous avez une boulangerie, vous avez tout ce qu'il faut par rapport à proximité. Vous ne gênez personne parce que vous êtes au fond du parking Parisis. Et puis, j'allais dire, le quartier, il n'est pas si désagréable que ça par rapport à la Bourdonnière, où là, on va purement et simplement j'allais dire, donner une image qui n'est pas ce que les Saint-Martinais souhaitent. Et puis, je le rappelle, pensons aux habitants qui sont à proximité de cette aire de camping-car. Et tout à l'heure, Madame Bidet disait, par rapport aux accès, il est vrai que quand on sort de la Bourdonnière avec un véhicule utilitaire, même si la limitation de vitesse est effective dans ce quartier, ça peut être dangereux. Donc, pour moi, l'emplacement n'est pas justifié et ne doit pas être à la Bourdonnière. La Bourdonnière, c'est le poumon vert de Saint-Martin. Et pour moi, voilà, ce sera une fin de non-recevoir. Et je pense que, et d'ailleurs l'opposition me suit, ce sera un vote contre par rapport à cette implantation. Alors, j'entends bien tous vos arguments, d'autres ont été opposés juste avant. Je vous invite à rencontrer les professionnels du tourisme. Je vous invite à rencontrer les collectivités partenaires qui travaillent sur les questions d'attractivité touristique. Et ce sont précisément ces sites qui sont aujourd'hui mis en avant pour ce type d'offre d'hébergement.
Alors ça peut peut-être vous heurter, vous choquer, alors vous semblez l'être, puisque vous avez développé tout votre argumentaire dans ce sens. Néanmoins, je rappelle que l'ère actuelle n'est pas satisfaisante, qu'elle nous dessert en termes d'image. Vous parlez de commerce. Moi, j'insiste aussi sur le fait que la plupart des camping-caristes aujourd'hui, une fois qu'ils ont posé leur véhicule sur une aire confortable, prennent leur vélo. On a travaillé sur différents scénarios. Ça fait déjà quelques années qu'on essaie de remplacer cette aire de camping-car qui n'est pas satisfaisante en cherchant d'autres sites. Le site à proximité de l'école Parisis avait été envisagé, mais pour des questions de proximité de la C, n'était pas retenable. Voilà. Donc ce site a été envisagé. Ça fait quand même plusieurs mois que Jacques Lucas travaille le sujet avec le prestataire. Le modèle est intéressant puisqu'il ne coûte rien à la collectivité, il rapporte même. Et aura vocation, si nous en faisons le choix, de rapporter davantage encore au bout d'un certain nombre d'années. Donc Avranches ne peut pas rester sans aire de camping-car. En termes d'attractivité touristique, c'est indispensable. La vallée de la Bourdonnière restera une vallée qui sera dévolue aux grands événements festifs de la commune. Bien évidemment, vous avez vu que la superficie qui est retenue est loin d'être une grande partie de cette zone. On pourra continuer à avoir une activité ordinaire sur ces espaces. Oui, puis je voulais préciser que ce n'est pas une lubie. Quand vous parlez de choix, il y a eu c'est une société qui est nationale, voire internationale d'ailleurs. Je sais très bien qu'elle est installée à Beauvoir. Je connais comment elle fonctionne. Elle est installée aussi, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, même si c'est tout petit à Carole, c'est eux qui gèrent Carole. Donc renseignez-vous auprès des élus concernés, parce que c'est toujours facile de dire oui, mais. Ceci étant, vous permettez? Bon. Donc, ce travail a été fait en concertation. C'est après leurs études qu'on en arrive à la création de cette aire et du nombre de places par rapport aux enquêtes qu'ils ont pu mener. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je ne suis pas inquiet non plus par rapport au fait que ça... Enfin, je sais que tout le monde ne supporte pas les camping-caristes, ça c'est un choix, mais pour moi ça reste des touristes comme les autres, bien évidemment, donc qui méritent le respect et qui méritent qu'on les accueille correctement. Je pense qu'ils participent aussi à la vie du commerce localement. Quand on dit, parce qu'il faut aussi rencontrer les camping-caristes, moi j'en ai aussi rencontré qui se déplacent, qui nous disent la même chose en disant nous ce qu'on souhaite, c'est un endroit où on se retrouve au calme le soir et effectivement, pour aller en ville et ainsi de suite, on va à pied ou à vélo, mais on aime bien que le camping-car soit garé quelque part, et ensuite, on vit notre vie. Parce que le projet, il est peut-être idiot pour vous, sauf que quand on prend la carte de la société et qu'on voit le déplacement des camping-caristes, on s'aperçoit que c'est bien qu'Avranches soit sur la ligne, parce qu'il y a le Mont-Saint-Michel, puis après, il monte, il ne s'arrête pas parce qu'il n'y a rien. Et le fait d'avoir une aire qui sera installée à Avranches permettra aux camping-caristes qui passent de Bretagne pour aller en Normandie de s'arrêter à Avranches. Donc c'est un grand plus. Alors quand vous nous dites que ce n'est pas la peine d'en faire parce qu'il y a une aire à Carrefour, je vous laisse vraiment la définition du camping-cariste et de ce qu'on peut donner à un camping-cariste, le parking de Carrefour. Si ça vous suffit, moi je n'appelle pas ça un aire de camping-car. Quant aux gens du voyage, puisque vous êtes plus malin que tout le monde, si vous trouvez qu'il y en a qui occupent des terrains, allez les sortir, on vous verra à l'œuvre. Et je vous signale quand même que j'ai fait mon petit travail tranquille, comme il se doit. Pas facile, mais ils s'en vont. Donc c'est tout. Alors, c'est facile, hein, toujours, de balancer des trucs comme ça qui ne tiennent pas debout, et puis en accusant, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Ben non, on fait le travail correctement. Quand il s'agit de la fête, là aussi, c'est une question, bien évidemment, qui a été posée à l'entreprise. L'entreprise, elle est d'accord, et elle comprend qu'il y a une vie municipale. Et c'est simple, on se met d'accord sur les dates pour lesquelles le camping est fermé, et donc il n'y a plus de camping-caristes accueillis, parce qu'on a besoin du terrain pour faire quelque chose. Donc ça aussi, c'est un accord qui a été... Non mais, enfin, moi je pars du principe que quand on discute, on peut faire aussi confiance à ceux avec qui on discute. Bien sûr qu'on le mettra dans la convention, mais il n'empêche. Non mais... C'est vrai que maintenant, la mode est à douter de tout. Tous les gens sont malhonnêtes, tous les gens disent des bêtises. Non mais, moi, tout le travail qui a été fait depuis un certain nombre de mois, il y a pas mal de sujets qui ont été vus avec eux, effectivement. Et puis la fête du Muguet à Saint-Martin, je ne l'ai pas oublié. Et je leur ai dit, mais nous, le problème, c'est ça, entre autres. Donc ils ont dit, bah, ok, on fait en 2 jours, 3 jours. L'important, c'est qu'il y ait un message qui soit clair et puis qu'on puisse dire, on garde pour nous
Voilà, je ne vois pas où est le problème. Enfin, si donc on fait quelque chose qui vous dérange. Alors, il y a un point sur lequel je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai rien contre la société que vous avez sélectionnée pour ce projet. Je la connais comme tout le monde. Pour moi, il n'y a aucun souci. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant les gens du voyage, je ne me suis pas permis de dire que vous n'avez pas fait votre travail. Je me suis simplement permis de dire que c'était une porte ouverte qui allait être faite pour les gens du voyage. La société Central Park, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, elle, de toute façon, elle subira autant que la commune l'intrusion massive de ce public. Mais à aucun moment, je n'ai dit du mal de la société. Je sais qu'elle est implantée sur toute la France. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, que la commune fasse, j'allais dire, une convention avec la société pour faire une aire de camping-car sur la commune, je vous dis oui, mais pas la Bourdonnière. Point, c'est tout. Il y a, je pense, d'autres lieux sur Avranches qui pourraient être étudiés pour pouvoir accueillir ce type de clientèle. Et je suis d'autant plus, j'allais dire, je connais un peu le sujet, j'ai été camping-cariste. Donc je connais la problématique des camping-cars, je connais la problématique des aires de stationnement, je connais tout ça par cœur. La seule chose, c'est que là, par rapport à l'emplacement, pour moi, il n'a pas à être à la Bourdonnière. C'est tout. C'est l'emplacement qui me gêne, c'est pas le restant. En tant que camping-cariste, Monsieur Ranchin, vous n'auriez pas aimé trouver un emplacement comme celui de la Bourdonnière? Pas forcément. Bien. Alors, juste, vous n'avez pas, j'ai bien compris que vous n'aviez pas concerté. J'ai bien compris que vous n'aviez pas concerté les habitants. Est-ce que vous avez concerté vos élus de Saint-Martin? Ils ont été concertés, les élus? A priori, Madame Bidet, non, mais les autres ont été concertés? Non, mais ça a été évoqué en commission travaux et urbanisme. Donc tout le monde est invité. Vous savez très bien que tout le monde ne vient pas aux commissions. On va l'évoquer, mais à un moment donné, c'est quand même un sujet important. Vous avez des élus de Saint-Martin. C'est une question que je pose, mais a priori, j'ai déjà la réponse. Mais voilà, encore une fois. On l'évoque aux commissions qui sont prévues pour ce type, et puis même pour des réunions de groupe. Angélique, tu connais le fonctionnement. Une semaine avant le conseil municipal, nous avons une réunion de groupe à laquelle tous les élus de la majorité sont invités et où sont passés en revue les points qui sont prévus à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc oui, tout le monde a eu l'occasion de connaître ce projet et de donner son avis. Je connais effectivement comment ça se passe et on sait aussi qu'il n'y a pas de débat. On annonce ce qui va être dit cette soirée-là et c'est tout. Tu sais très bien que c'est comme ça que ça se passe. Oui, alors ça c'est encore une fois un avis péremptoire. Je peux vous dire en tout cas qu'autour de cette table, nous sommes très nombreux à avoir écouté Jacques, parce que c'est Jacques qui portait ce projet-là, pendant plusieurs mois pour aboutir à cette proposition. Après, c'est le fonctionnement démocratique d'une équipe municipale majoritaire. Voilà, je pense qu'autour de cette table, tout le monde a participé au débat sur le sujet. Voilà, donc... Oui, puis juste un point, parce que c'est aussi un point, une interrogation que j'ai portée par rapport aux gens du voyage. Enfin, bien évidemment que je ne suis pas naïf à ce point-là, ça fait un petit bout de temps que je me frotte à eux, donc bien sûr que je l'ai posé. Mais la différence, c'est que ce ne sont pas sur ces aires-là que les gens du voyage cassent les barrières et rentrent. Parce que je pense que la suite serait certainement plus problématique que sur un stade. Parce que là, c'est maintenant de la propriété privée, c'est autre chose. Sur un stade, vous savez très bien, et j'en sors, sur un stade, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué, parce que même quand on demande au préfet d'intervenir, il faut trouver les arguments. Et les gens du voyage n'aiment pas ces aires de camping-car, il y a trop de promiscuité, ils n'ont pas assez de place non plus pour eux, donc c'est vraiment pas fréquenté par les gens du voyage. Et ça, c'est la société Camping-Car Carte qui nous l'a précisé, et par expérience, les gens du voyage ne fréquentent pas ces aires-là. Monsieur Jardin. Je tenais à rappeler que la vallée des Bourdonnières était destinée à l'origine à être principalement piétonnier, paisible, tranquille, agréable et sécurisé pour les familles et les enfants qui utilisent les jeux qui sont mis à leur disposition et qui sont d'ailleurs très appréciés.
Ce qui est inquiétant, c'est que le fait de faire venir des véhicules sur des lieux où il y a des enfants ou des adultes, le risque de percutement, de dangerosité pardon, va être augmenté. Ça ne sera pas le terrain, enfin, je crois qu'il faut le reprendre. Les véhicules auront une entrée, les gens habituels de la Bourdonnière auront toujours leur entrée, on en fait une deuxième. Enfin, je ne vois pas le mélange des genres, et les jeux sont accessibles sans passer par le terrain du camping-car. Oui, mais lors de leur manœuvre, quand ils vont rentrer ou sortir, il y a bien un moment où ils vont rencontrer les piétons. Pour l'instant, il me semble que la Bourdonnière est largement fréquentée au quotidien par des dizaines, voire des centaines de voitures. Donc je ne vois pas tellement la différence. Hein. Et puis, je suis surpris de votre remarque parce que vous connaissez l'aire de camping-car actuelle. Oui, tout à fait. Oui, donc qui est à proximité du centre culturel, qui voit passer un nombre très important de piétons et notamment d'élèves qui sont scolarisés juste en dessous à Notre-Dame-de-la-Providence. Et il n'y a pas de cohabitation. Enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de diaboliser l'usage des camping-caristes. Les camping-caristes ne sont pas des barbares, ce ne sont pas des gens qui déboulent à toute vitesse sur une aire pour... J'ai même plutôt l'impression que les camping-caristes en ville font partie des automobilistes qui roulent le plus lentement et qui ont l'habitude justement d'une conduite prudente parce que leur véhicule représente un encombrement assez important. J'ai du mal à comprendre le débat. En fait, on amène un projet qui est positif pour la commune en termes d'image, en termes de développement touristique. On répond à une offre qui est mal desservie aujourd'hui. Et on veut à tout prix diaboliser ce sujet. C'est tout à fait étonnant. Mais bon, alors allez-y, continuez, parce que je vous ai coupé la parole, Monsieur Jardin. De plus, le mois dernier, vous souhaitiez délester tout le bourg de Saint-Martin-des-Champs. Et là, nous risquons d'augmenter le passage, en fin de compte. Donc il y a une incohérence entre le vouloir supprimer, tout le moins dévier le bourg, et parce que les gens qui vont être en bas vont forcément monter par le bourg de Saint-Martin-des-Champs. Non mais attendez, je crois qu'il faut être logique. Je ne sais pas, parce que vous avez peut-être des informations plus importantes que la mienne par rapport à la déviation, mais justement, c'est l'inverse. Si la déviation se fait, tous les véhicules parasites qui passent ne passeront plus, et c'est donc pas parce qu'il passera quelques camping-cars qu'on aura des problèmes par rapport à ce qui se passe actuellement. Enfin, faut pas rigoler. Et ce qui passe comme véhicule entre poids lourds et voitures qui traversent pour aller sur la zone, si on les fait disparaître, un camping-car pourra monter le bourg tranquillement, sans problématique. Oui. De la même manière qu'on va rajouter la circulation avec les gens qui vont, et tant mieux pour eux, qui vont pouvoir acheter et acquérir un logement à Saint-Martin-des-Champs et qui sont situés du côté, donc, de ce côté et qui prennent la route en plus. Bien évidemment que ces gens-là aussi ils vont participer à l'augmentation de la fréquence des véhicules. Et moi, je ne sais pas, j'allais dire, c'est pas de ma faute, mais si je suis content de voir que la commune se développe et j'en suis fier. Madame Jonchère. Moi, j'ai deux remarques à faire. Plutôt au printemps, je suis venue voir une exposition de photographie à la Bourdonnière et j'ai été absolument séduite par la bulle de bonheur que ça représentait, avec effectivement des familles, des enfants, des tables de pique-nique. Et je me suis dit, c'est vraiment une perle que nous n'avons pas à Avranches, mais que nous avons à Saint-Martin-des-Champs. Tellement c'était un paysage absolument de rêve. Ça, c'est une chose. Je suis un petit peu gênée par un aspect dans la conception du projet. On parle de budget participatif, on parle de citoyenneté active. Comment se fait-il qu'on n'ait pas interrogé les personnes qui vivent sur la commune de Saint-Martin, faire une votation, proposer le projet pour qu'ils puissent effectivement décider et accompagner ou pas le projet? Je trouve que c'est de l'anti-citoyenneté que de n'avoir pas pensé, puisque j'ai vu plusieurs personnes cette semaine et qui ne sont absolument pas de Saint-Martin-des-Champs, qui ne sont absolument pas au courant du projet,
qui ne savent pas du tout que ça va se passer, et on va leur imposer, je dirais, comme ce qui s'est déjà passé une fois, finalement, un projet tout fabriqué. Donc, je ne mets pas en doute vos compétences, votre travail, mais c'est un peu dommage que vous ayez privilégié les relations avec des gens pour qui c'est le métier que d'installer ce type de système, et pas avec tout simplement nos administrés, vos administrés, pour le plus grand bonheur de tous. Mais c'est vrai que ce site de la Bourdonnière, je crois que c'est quelque chose qui est remarquable et qui mériterait d'être peut-être sauvegardé. Madame Jonchère, quand vous étiez aux affaires, vous avez fait combien de votations? Vous pouvez me dire? Budget participatif et que j'interrogerai tous les 2 jours, jamais. Il s'agissait de construire 40 maisons HLM en un seul mandat. Je n'ai pas fait de votation, effectivement, mais je pense que les Avranchinais ont été heureux. Ben là, ils le seront aussi. Ah, c'est Manche Habitat, quand même. Oui, vous avez dit en bavé, quand même, parce que ça devait durer par 40 logements. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous passions au vote? Donc, y a-t-il des votes contre? A priori, oui. Donc, on en a 8, 9 votes contre, monsieur. Oui, 9 votes contre. Des abstentions? Pas d'abstention. Donc, je vous remercie. On va passer au point suivant. Donc, on évoque les subventions 2025. Donc, ce sont des compléments d'attribution. Et c'est Philippe Collet qui rapporte ce point. Oui, alors une toute petite délibération. Il vous est donc proposé à vous, conseil municipal, après avis favorable de la commission vie associative et sport, d'accepter la proposition de subvention à l'association Comice agricole, somme proposée 700 €. On précise que le versement de cette subvention est conditionné à la bonne tenue du comice agricole le 26 août 2025. Et on précise aussi que les dépenses prévues au budget principal, section de fonctionnement, chapitre 65 et l'article 65-74, 385 000, il n'y a aucun souci pour donner et proposer cette somme de 700 €. Y avez-vous des questions ou des remarques concernant ces compléments de subvention? C'est bon pour vous? Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Personne ne lève la main, donc unanimité. Je vous remercie. On passe au point 14. Donc c'est une convention de dépôt d'un manuscrit des collections de l'État à la ville d'Avranches avec le ministère de la Culture. Et c'est Annie Parent qui rapporte ce point. Oui, encore un sujet de convention. Donc, le ministère de la Culture a revendiqué et a obtenu la restitution d'un manuscrit provenant des confiscations révolutionnaires restitué à l'État le lundi 27 mars 2023 à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris numéro 180-7630-5-2 en date du 4 juin 2020 reconnaissant la domanialité publique de ce bien. Ce manuscrit composite contient, je vais vous épargner dans le texte les différents feuillets qu'il comporte. Donc, vous les avez, différents feuillets copiés au XIIe et XIIIe siècle à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Il est également appelé manuscrit K8 selon son ancienne cote. La présente convention a pour objet d'encadrer juridiquement le dépôt consenti par le ministère de la Culture à la ville d'Avranches et d'en définir les modalités. David ou François, vous pouvez peut-être, si vous le souhaitez, ajouter des éléments complémentaires sur le retour de ce manuscrit dans les collections de la bibliothèque patrimoniale. C'est un dossier dont l'origine remonte à quelques années désormais, donc à l'occasion d'une vente aux enchères qui se préparait. Ce manuscrit a été identifié entre les mains d'un propriétaire qui, en toute bonne foi, et malgré un contexte réglementaire qui s'opposait à sa propriété, allait le mettre en vente. Donc le livre a été identifié par le ministère de la Culture comme étant un livre appartenant aux collections de l'État et un livre qui fait partie de cette trentaine de manuscrits ayant disparu entre 1793, date de l'arrivée à Avranches, date de l'inventaire dressé à Avranches, le livre arrive en 1791, et un deuxième inventaire qui est dressé en 1821. Donc le livre a pu être identifié de manière formelle, et suite à une procédure qui a été assez longue,
normal, hein, une procédure qui a été menée par le ministère de la Culture, eh bien, ce livre va rejoindre le reste de la collection. Je ne sais pas si François, tu veux compléter un petit peu? Juste rappeler que les livres ont été saisis révolutionnairement, c'est-à-dire bien nationaux, à l'abbaye, effectivement, en 1790. Et donc, qu'ils appartiennent à l'État, et comme tous les biens saisis au moment de la Révolution, ils sont imprescriptibles. Donc, il appartient à l'État, et c'est à ce titre que l'État l'a récupéré. Donc il nous est proposé ce soir, après un avis favorable de la Commission Éducation, Culture et Patrimoine, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le ministère de la Culture. Et puis c'est un cas assez intéressant de ce que l'on appelle l'imprescriptibilité du patrimoine public, hein, c'est-à-dire que le patrimoine public, même s'il disparaît, eh bien, doit toujours et sans cesse être recherché lorsqu'il est retrouvé, doit regagner l'origine publique d'où il a été pris, volé ou simplement emprunté. C'est un exemple intéressant. Voilà, donc la collection des manuscrits du Mont-Saint-Michel va être amplifiée d'un volume supplémentaire, alors assez intéressant, et on aura l'occasion de communiquer, là aussi on communiquera. Voilà, c'est possible qu'on voit apparaître le maire ou François Saint-James ou Annie Parent sur une photo. Voilà, ça fait partie de la gestion ordinaire en termes de communication des dossiers municipaux. Là où tu prends des deux gants blancs. Bien, avez-vous des questions sur ce sujet, sur cette convention de dépôt? Bon, eh bien, écoutez, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Aucune main se lève, donc c'est l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 15, donc c'est un point qui concerne l'éducation et en particulier le règlement intérieur du restaurant scolaire. Donc c'est un point que nous avons vu en commission. Effectivement, depuis la mise en place de la restauration scolaire en régie, nous n'avions pas établi de règlement intérieur pour les familles et nous nous sommes aperçus au fil du temps que ça devenait nécessaire, notamment pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui peut être lié en partie à des absences quelquefois que les familles pourraient anticiper et malgré tout ne signalent pas au service de restauration scolaire. Donc nous proposons dans les écoles publiques de la ville, depuis plusieurs années, un service de restauration qui est une prestation facultative et payante. Ce service comprend la production, la livraison, la distribution de repas dans les restaurants scolaires. Il a pour une vocation sociale et éducative, dans le sens où le temps du repas est pour l'enfant un temps éducatif et convivial pour s'alimenter, se détendre et s'épanouir. Le règlement annexé à la présente délibération, donc vous l'avez eu et je pense lu, a pour objet de fixer les conditions générales dans lesquelles les usagers ont accès à ce service. Il sera affiché dans chaque école concernée et consultable sur le site de la ville d'Avranches. Il sera automatiquement reconduit pour chaque nouvelle année scolaire en l'absence d'évolution des règles de fonctionnement du service. En inscrivant leurs enfants à la restauration scolaire, les parents d'élèves accepteront son règlement dans son intégralité et sans restriction. Son application s'adressera également aux adultes qui souhaitent fréquenter les restaurants scolaires, les enseignants, les ATSEM, les agents polyvalents des écoles et les personnels de la restauration collective, de même que les agents d'animation. Ainsi, il nous est proposé ce soir, Conseil municipal, après un avis favorable de la Commission Éducation, Culture et Patrimoine, d'accepter le règlement intérieur de la restauration scolaire annexée et applicable à compter du 1er août 2025. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions, pas de remarques. Donc on passe au vote. Donc y a-t-il des personnes qui s'opposent à ces modifications du règlement intérieur? Pas de vote contre, des abstentions, pas davantage. Je vous remercie. On va passer au point qui concerne les délégations au maire, donc selon les articles ordinaires du CGCT. Premier point, donc 21 mai 2025, il y a eu la signature du contrat de mission OPC pour la rénovation du rez-de-chaussée partiel de l'hôtel de ville avec le cabinet Emmanuel Bagot pour un montant de 6 228 € TTC. Le 21 mai toujours, la signature de l'avenant numéro 1 au lot
4, le numéro 1 du lot 4, ventilation, plomberie, chauffage, relatif au même marché de rénovation de l'hôtel de ville, avec l'entreprise Masselin, entraînant une plus-value de 2 916,53 €. Le 2 juin 2025, signature du contrat de licence avec option d'hébergement pour le portail famille avec l'entreprise Agora Plus, avec un montant de 5 940 € TTC. Et enfin, le 2 juin, signature du contrat de maintenance pour le portail famille avec l'entreprise Agora Plus pour un montant de 5 940 € TTC. Voilà. Donc à la fois l'hébergement et le contrat de maintenance. Voilà, j'en ai terminé pour les délégations au maire et je vous donne dès à présent la date du prochain conseil municipal qui est fixée, donc après ces 2 mois estivaux de juillet-août, au 30 septembre 2025. Voilà, je lève la séance et je vous souhaite une très bonne soirée.